où la personne se propose spontanément d'offrir de cautionner, la justice refuse le cautionnement, mais de l'autre côté, la justice procède à une saisie forcée de ses biens. Mais le subterfuge dans cette démarche, c'est quoi? C'est de l'empêcher, s'il avait envie de cautionner, de pouvoir disposer de biens à cautionner, alors qu'il avait offert spontanément de cautionner. Quand une justice se comporte comme ça, est-elle loin d'une commande publique? Parce que quand la justice veut jouer à cache-cache avec la personne qui est poursuivie, on n'est pas loin de la commande politique. La dernière question qui a été posée va dans ce sens. Donc je pense que la réponse qui a été donnée par rapport au comportement de nos juges, par rapport aux décisions qui sont prises, nous conforte à dire que cette décision, cette procédure est une commande. D'autant d'ailleurs qu'il a été suffisamment démontré, je pense par mon confrère Maître Youm, que les faits qui sont reprochés à Farba Ngom sont difficilement punissables si on ne met pas la main sur ceux qui ont décaissé tous ces deniers publics, qui les ont sortis de notre banque qui est le trésor public, pour se retrouver entre les mains de quelqu'un qui n'est ni agent, ni bénéficiaire d'un mandat public qui lui permette d'accéder à ces fonds. Aujourd'hui, Farba et sa famille sont en détention, alors que personne parmi ceux-là qui sont censés détenir et garder notre argent n'a été inquiété ni poursuivi, alors que l'argent a quitté des caisses qui sont bien surveillées pour atterrir entre leurs mains. Donc on ne peut pas comprendre une justice qui va dans une telle démarche sans qu'on ne suspecte cette justice d'être une commande publique. C'est ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie. Alassane, permettez juste. Voilà, je remercie tout le monde. Je remercie également tous les confrères qui m'ont devancé devant ce micro. Je vais tâcher de répondre aux reliquats des questions qui ont été posées. Et ça, je vais le faire en remontant un peu la spirale pour commencer par la question relative à l'aspect inquisitoire de la procédure. Vous le savez, ou en tout cas, vous avez été édifié tout à l'heure en écoutant que ce soit mon confrère Abdou Ali Kane ou mon confrère Oumar Youm. Vous avez très bien compris que le principe de fonctionnement d'une procédure pénale est un principe qui veut que l'accusation, ou en tout cas les poursuites, reposent sur des preuves avérées et préalables. La procédure inquisitoire est celle qui, paradoxalement, consiste à prendre des mesures coercitives ou en tout cas privatives de liberté à l'encontre d'un citoyen pour ensuite aller rechercher des preuves par lesquelles on va bâtir des accusations en ce qui le concerne. Et c'est d'autant plus pertinent de l'expliquer comme ça que l'un de mes confrères qui m'a précédé vous a un peu exposé comment il est impossible que Farba Ngom, en ce qui le concerne, et en tout cas, puisse être envisagé comme un auteur de détournement de deniers publics. Il vous a invoqué les dispositions de l'article 152 et de l'article 153 du Code, lesquelles dispositions peuvent être mises en parallèle avec les dispositions de l'article 270 du Code pénal. Parce que je songe à cet article 270 parce que je suis en face de journalistes. C'est une question de responsabilité légale. La responsabilité légale est celle qui est posée par le législateur pour dire qu'il n'y a que telle catégorie de personnes qui peuvent être poursuivies pour telles infractions. À partir de ce moment, l'article 270 vous dit que dans une rédaction de presse, un auteur d'un article de presse ne peut pas être poursuivi pour diffamation à la place, par exemple, du directeur de publication. Ça, c'est une responsabilité légale. C'est cette même responsabilité légale qui veut que quelqu'un qui n'est pas, du point de vue de son statut, manipulateur des fonds publics, ou en tout cas impliqué dans la comptabilité publique, ne peut pas être envisagé comme auteur de détournement de deniers publics. En ce qui concerne Farba Ngom, c'est cette considération-là qu'il faut avoir, et c'est par cette même considération qu'on répond à la question de savoir en quoi consistent ces procédures inquisitoires. La procédure, elle est inquisitoire alors qu'elle ne devait l'être ni pour Tahirou Sarr, ni pour Farba Ngom. Et puis ensuite, il y a une autre question à laquelle je dois peut-être répondre par un éclairage. Maître Oumar Youm n'était pas en train de dire que Farba Ngom n'est pas notre client. Il était en train d'assumer la camaraderie politique au sein de la PAER entre lui et Farba Ngom.
laquelle situation ne le bride nullement quand il s'agit pour lui d'être farouche, d'être défenseur, d'être au service de la vérité, d'être au service des droits des personnes qui sont opprimées. Et je pense que, sans vouloir être donc le porte-parole de mon confrère, je pense que c'est cette nuance-là qu'il faudrait donc avoir pour comprendre ce qu'il était en train d'exprimer. Bon, et puis je pense qu'il reste une question sur le salaire de Farba Ngom. Moi, je suis heureux de répondre à cette question, parce que la question est celle de savoir est-ce qu'il continue de percevoir son salaire. Mais en prenant ce dossier, nous défendons Farba Ngom par rapport aux faits qui sont dans le dossier ou qui ne sont pas dans le dossier. En l'espèce, tout le monde vous a exposé que jusqu'au moment où nous sommes en train d'intervenir, aucun fait n'a été articulé ni en direction de Farba, ni en direction de Tahirou. Mais ce que j'ajoute pour répondre à cette question, ce que je sais de Farba Ngom, ce que les ressortissants et populations des Agnam savent mieux que moi, c'est que Farba Ngom, sur des décennies, sur des années, sur plusieurs années, chaque fois, le budget de sa commune comporte des reports à nouveau. Et ce budget comporte des reports à nouveau tout simplement parce que Farba ne touche pas à l'argent. Il ne touche pas à l'argent. C'est pour ça qu'il y a des reports à nouveau. Alors, il est presque anecdotique de se demander est-ce qu'il continue de percevoir son salaire. Moi, je renverse la question pour poser celle de savoir est-ce qu'il percevait son salaire. Quelqu'un qui est capable de financer sa commune, qui est capable de financer des écoles, je ne sais pas combien il en a construit, de financer des hôpitaux. Je ne dis pas que la question est incongrue, mais elle est inversement pertinente pour nous donner l'occasion, à travers cette conférence de presse, de parler de ce qu'était cette personne-là. Cette personne-là pour laquelle nous sommes en train de demander la liberté, nous sommes en train de demander le respect de ses droits, le respect de la manifestation de la vérité. Parce que nous, ici, nous n'avons pas besoin de regarder la vérité de ce dossier en face. Et la manifestation de la vérité est la seule chose qui nous intéresse dans cette affaire. Comme le disait l'autre, nous ne sommes pas en train de nous occuper des vagues, nous sommes en train de nous occuper de l'océan. Quelqu'un le disait, un secrétaire d'État de Mitterrand le disait à des journalistes qui lui posaient des questions sur le caractère gigantesque du budget qui lui était alloué. Il s'occupait, je pense, c'était le secrétaire d'État aux grands travaux. Je pense qu'il s'appelle Barzini, si mes souvenirs sont bons. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir pourquoi il travaillait avec autant d'argent, il a dit « Je ne m'occupe pas des vagues, je m'occupe de l'océan. » Et l'océan, en ce qui nous concerne, c'est la manifestation de la vérité en ce qui concerne Farba Ngom. Parce que nous savons d'ores et déjà, nous avons dès ce soir, nous le disons haut et fort, le cœur battant, que Farba n'est en rien coupable de ce pourquoi il est poursuivi. C'est cette réponse-là que je voulais apporter. Je vous remercie. Libérez Farba! Libérez Farba! Libérez Farba! Libérez Farba! Libérez Farba! Merci. La séance est levée.